68%. C'est le chiffre qui devrait vous empêcher de dormir ce soir, non pas parce qu'il est effrayant, mais parce qu'il représente la proportion de notre univers dont nous ignorons presque tout. 68% de tout ce qui existe, de toute la matière et de toute l'énergie qui compose le cosmos est constitué d'une substance que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni même détecter directement. Nous savons qu'elle est là. Nous savons ce qu'elle fait, mais nous n'avons absolument aucune idée de ce qu'elle est véritablement. Bienvenue dans l'histoire de l'énergie sombre. Le mystère le plus profond et le plus troublant de la physique moderne. Ce soir, installé confortablement dans l'obscurité de votre chambre, vous allez découvrir comment une équipe de scientifiques, en cherchant à mesurer le ralentissement de l'expansion de l'univers, comment une idée qu'Albert Einstein avait qualifiée de plus grande erreur de sa carrière s'est révélée être peut-être sa prédiction la plus brillante, et comment cette force mystérieuse, qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres à des vitesses toujours croissantes, déterminera le destin ultime de tout ce qui existe. Mais avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, permettez-moi de vous poser une question simple. Quand vous regardez le ciel nocturne, quand vous observez les étoiles scintiller au-dessus de votre tête, avez-vous déjà pensé à ce qu'il y a entre elles? Non pas le vide, car le vide n'existe pas vraiment, mais cette substance invisible, cette énergie qui remplit chaque centimètre cube de l'espace, et qui, en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, pousse l'univers à se déchirer lentement, inexorablement, de l'intérieur. Pour comprendre l'énergie sombre, nous devons d'abord remonter le temps. Pas jusqu'au Big Bang, mais jusqu'à une époque beaucoup plus récente, à l'échelle cosmique du moins. Nous sommes en 1917. Et un certain Albert Einstein vient de publier sa théorie de la relativité générale, l'une des œuvres intellectuelles les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Cette théorie décrit comment la gravité fonctionne réellement, non pas comme une force invisible qui tire les objets les uns vers les autres, mais comme une courbure de l'espace-temps lui-même, causée par la présence de masse et d'énergie. Einstein était un génie, mais même les génies ont leurs présupposés, leurs idées préconçues sur le fonctionnement du monde, et Einstein, comme presque tous les scientifiques de son époque, était convaincu que l'univers était statique, éternel et immuable, ni en expansion, ni en contraction, simplement là, depuis toujours et pour toujours. Le problème, c'est que ses propres équations lui disaient exactement le contraire. Quand Einstein a appliqué les mathématiques de la relativité générale à l'univers dans son ensemble, il a découvert quelque chose de troublant. Selon ses calculs, l'univers ne pouvait pas rester immobile. La gravité, cette force qui courbe l'espace-temps, devrait attirer toute la matière vers elle-même. Les galaxies devraient se rapprocher les unes des autres. L'univers devrait s'effondrer sur lui-même, comme un soufflet qui retombe après avoir été sorti du four. Mais Einstein regardait le ciel nocturne et les étoiles semblaient rester à leur place. Elles ne tombaient pas les unes sur les autres. L'univers paraissait parfaitement stable. Alors, face à cette contradiction entre ses équations et ce qu'il croyait observer, Einstein a fait quelque chose d'audacieux. Il a modifié ses équations. Il a introduit un nouveau terme, une constante mathématique qu'il a appelée la constante cosmologique, représentée par la lettre grecque lambda. Cette constante agissait comme une sorte de force répulsive, une antigravité cosmique qui contrebalançait exactement l'attraction gravitationnelle de toute la matière dans l'univers. Grâce à ce petit ajustement, ces équations pouvaient désormais décrire un univers parfaitement statique, éternel et immuable, exactement comme il le souhaitait. Einstein était satisfait. Ces équations fonctionnaient. L'univers pouvait rester tranquille. Mais l'univers, lui, n'avait pas lu les équations d'Einstein.
12 ans plus tard, en 1929, un astronome américain du nom d'Edwin Hubble allait bouleverser notre compréhension du cosmos. Hubble travaillait à l'observatoire du mont Wilson, en Californie, équipé du télescope le plus puissant de son époque, un instrument de 2,50 m de diamètre qui permettait d'observer des objets incroyablement lointains dans l'espace. Hubble étudiait les nébuleuses, ces taches floues et lumineuses que l'on pouvait apercevoir entre les étoiles. À l'époque, personne ne savait vraiment ce qu'elles étaient. Certains pensaient qu'il s'agissait de nuages de gaz situés à l'intérieur de notre propre galaxie, la Voie lactée. D'autres soupçonnaient qu'elles pouvaient être des galaxies entières, des univers-îles contenant des milliards d'étoiles situées à des distances inconcevables de la Terre. Hubble a tranché le débat. En utilisant une méthode ingénieuse basée sur l'observation d'étoiles variables appelées céphéides, il a pu mesurer la distance de plusieurs de ces nébuleuses. Et ce qu'il a découvert était stupéfiant. Ces objets n'étaient pas à l'intérieur de notre galaxie, ils étaient situés à des millions d'années-lumière de distance. C'étaient bien des galaxies à part entière, des îles cosmiques contenant chacune des milliards et des milliards d'étoiles. Mais la découverte la plus extraordinaire de Hubble n'était pas simplement que ces galaxies existaient, c'était ce qu'elles faisaient. En analysant la lumière provenant de ces galaxies lointaines, Hubble a remarqué quelque chose d'étrange. Leur lumière était décalée vers le rouge du spectre électromagnétique. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge ou redshift en anglais, se produit quand une source de lumière s'éloigne de l'observateur. C'est le même effet Doppler que vous entendez quand une ambulance passe devant vous et que le son de sa sirène devient plus grave à mesure qu'elle s'éloigne. Et plus les galaxies étaient lointaines, plus leur lumière était décalée vers le rouge. Plus elle s'éloignait vite. Hubble venait de découvrir que l'univers était en expansion. Toutes les galaxies, dans toutes les directions, s'éloignaient les unes des autres, pas parce qu'elles se déplaçaient à travers l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étirait comme la surface d'un ballon de baudruche qu'on gonfle. Imaginez des points dessinés sur ce ballon. À mesure que le ballon se gonfle, chaque point s'éloigne de tous les autres, non pas parce que les points bougent sur la surface, mais parce que la surface elle-même grandit. Quand Einstein a appris la découverte de Hubble, il a immédiatement compris ce que cela signifiait. Sa constante cosmologique n'avait plus aucune raison d'être. L'univers n'était pas statique. Il n'avait jamais été statique. Ces équations originales, avant l'ajout de cette constante, décrivaient parfaitement un univers en expansion. Il avait modifié une théorie parfaite pour la faire correspondre à une idée préconçue qui s'est avérée fausse. Selon plusieurs témoignages, Einstein aurait qualifié l'introduction de la constante cosmologique de plus grande erreur de sa carrière. Cette anecdote, souvent répétée, n'est peut-être pas entièrement exacte dans sa formulation exacte, mais elle capture l'essence de ce que le physicien ressentait. Il avait eu entre les mains la preuve mathématique que l'univers était dynamique, en évolution, et il avait choisi de l'ignorer pour préserver ses propres croyances. La constante cosmologique fut abandonnée. Pendant près de 70 ans, elle dormit dans les tiroirs de l'histoire de la physique, une curiosité mathématique, un avertissement sur les dangers de laisser ses préjugés influencer la science. Personne ne se doutait qu'elle reviendrait. Faisons maintenant un saut dans le temps jusqu'aux années 1990. L'astronomie a fait des progrès considérables depuis l'époque de Hubble. Les télescopes sont devenus beaucoup plus puissants. Les détecteurs électroniques ont remplacé les plaques photographiques. Les ordinateurs permettent d'analyser des quantités massives de données. Et les astronomes se posent une question fondamentale sur le destin de l'univers. Voici le problème tel qu'il se présentait à l'époque.
Nous savions que l'univers était en expansion depuis le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Mais cette expansion devait forcément ralentir avec le temps. Pourquoi? À cause de la gravité. Toute la matière présente dans l'univers exerce une attraction gravitationnelle sur toute l'autre matière. Cette attraction devrait freiner l'expansion, comme un ballon lancé vers le ciel qui ralentit progressivement sous l'effet de la gravité terrestre avant de retomber. La grande question était de savoir à quelle vitesse ce ralentissement se produisait. Et cette question avait des implications profondes pour l'avenir de l'univers. 3 scénarios étaient possibles. Premier scénario. L'univers contient suffisamment de matière pour que la gravité finisse par arrêter complètement l'expansion, puis inverse le mouvement. L'univers se contracterait alors sur lui-même. Les galaxies se rapprocheraient les unes des autres, et tout finirait par s'effondrer dans ce qu'on appelait le Big Crunch. Une sorte de Big Bang inversé. Deuxième scénario. L'univers contient exactement la quantité de matière nécessaire pour ralentir l'expansion jusqu'à l'arrêter complètement, mais sans jamais l'inverser. L'expansion s'arrêterait asymptotiquement, ralentissant de plus en plus, mais ne cessant jamais vraiment. Troisième scénario. L'univers ne contient pas assez de matière pour stopper l'expansion. Celle-ci ralentirait certes, mais continuerait indéfiniment. L'univers deviendrait de plus en plus froid, de plus en plus sombre, de plus en plus vide pendant des milliards et des milliards d'années. Pour déterminer lequel de ces scénarios correspondait à la réalité, les astronomes avaient besoin de mesurer très précisément le taux d'expansion de l'univers à différentes époques. En comparant la vitesse d'expansion aujourd'hui avec la vitesse d'expansion dans le passé lointain, ils pourraient calculer à quelle vitesse l'expansion ralentissait et en déduire le destin ultime du cosmos. Mais mesurer l'expansion de l'univers n'est pas une tâche facile. Vous ne pouvez pas simplement pointer un mètre vers une galaxie lointaine et mesurer sa distance. Vous avez besoin de ce que les astronomes appellent des chandelles standards. Une chandelle standard est un objet astronomique dont la luminosité intrinsèque est connue. Si vous savez à quel point un objet est brillant en réalité et que vous mesurez à quel point il apparaît brillant depuis la Terre, vous pouvez calculer à quelle distance il se trouve. C'est le même principe que vous utilisez intuitivement quand vous voyez les phares d'une voiture la nuit. Vous savez à peu près à quel point des phares sont brillants, donc s'ils apparaissent faibles, vous savez que la voiture est loin. Et il se trouve que l'univers nous offre des chandelles standards absolument remarquables. Les supernovas de type 1A. Les supernovas de type 1A sont des explosions stellaires d'une violence inimaginable. Elles se produisent dans des systèmes binaires où 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. L'une de ces étoiles est une naine blanche, le cadavre dense et compact d'une étoile de taille moyenne comme notre Soleil. Cette naine blanche vole progressivement de la matière à son étoile compagnon, accumulant de la masse sur sa surface. Quand la naine blanche atteint une masse critique d'environ 1,4 fois la masse du Soleil, ce qu'on appelle la limite de Chandrasekhar, du nom du physicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar, quelque chose de catastrophique se produit. La pression au cœur de l'étoile devient si intense que les réactions de fusion nucléaire s'emballent de façon incontrôlable. En quelques secondes, l'étoile entière est déchirée par une explosion thermonucléaire d'une puissance phénoménale. Pendant quelques semaines, une seule supernova de type 1 a pu briller plus intensément qu'une galaxie entière contenant des milliards d'étoiles. Ces explosions sont si lumineuses qu'elles peuvent être observées à des milliards d'années-lumière de distance. Et voici ce qui les rend si précieuses pour les astronomes. Comme ces supernovae se produisent toujours quand la naine blanche atteint la même masse critique, elles produisent toujours à peu près la même quantité d'énergie. Elles ont toutes approximativement la même luminosité intrinsèque. Ce sont des chandelles standards presque parfaites. En observant des supernovae de type 1A dans des galaxies de plus en plus lointaines,
les astronomes peuvent mesurer à quelle distance se trouvent ces galaxies. Et en mesurant leur décalage vers le rouge, ils peuvent déterminer à quelle vitesse elles s'éloignent de nous. En combinant ces deux mesures pour des supernovae à différentes distances, donc à différentes époques de l'histoire de l'univers, ils peuvent tracer l'histoire de l'expansion cosmique. C'est exactement ce que deux équipes de chercheurs ont entrepris de faire dans les années 1990. La première équipe s'appelait le Supernova Cosmology Project, basé au Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, et dirigé par Saul Perlmutter. La seconde équipe s'appelait le High Supernova Search Team, une collaboration internationale dirigée par Brian Schmidt et Adam Rees. Ces deux équipes étaient en compétition directe. Elles utilisaient les mêmes méthodes, observaient les mêmes types d'objets et cherchaient à répondre à la même question. À quelle vitesse l'expansion de l'univers ralentissait-elle? Pendant plusieurs années, les deux équipes ont accumulé des données. Elles ont observé des dizaines de supernovae de type 1A dans des galaxies lointaines, mesurant soigneusement leur luminosité apparente et leur décalage vers le rouge. Le travail était méticuleux, fastidieux et techniquement exigeant. Il fallait identifier les supernovae, les observer au bon moment, corriger les données pour toutes sortes d'effets qui pouvaient fausser les mesures. Et puis, en 1998, les résultats ont commencé à arriver. Ce que les deux équipes ont découvert les a laissés perplexes. Au début, ils pensaient avoir fait une erreur. Ils ont vérifié leurs calculs encore et encore. Ils ont cherché des sources potentielles de biais dans leurs données. Ils ont comparé leurs résultats entre eux. Mais les chiffres étaient clairs et les deux équipes, travaillant indépendamment, arrivaient à la même conclusion stupéfiante. Les supernovae lointaines n'étaient pas plus brillantes que prévu. Elles étaient plus faibles, cela signifiait qu'elles étaient plus loin que prévu. Beaucoup plus loin. Et cela signifiait que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Elle accélérait. Imaginez que vous lanciez une balle en l'air. Vous vous attendez à ce qu'elle ralentisse progressivement, atteigne un point culminant, puis retombe vers le sol, sous l'effet de la gravité. C'est ce que les astronomes s'attendaient à observer pour l'expansion de l'univers. Un ralentissement progressif causé par l'attraction gravitationnelle de toute la matière. Maintenant, imaginez que vous lanciez cette balle en l'air et qu'au lieu de ralentir, elle accélère. Elle monte de plus en plus vite, comme si une force invisible la poussait vers le haut, contrant et même dépassant l'effet de la gravité. C'est exactement ce que Perlmutter, Schmidt et Rees ont découvert à propos de l'univers. Quelque chose poussait les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus rapidement. Quelque chose de plus puissant que la gravité combinée de toute la matière dans l'univers. Quelque chose que personne n'avait prévu. Ce quelque chose, les physiciens lui ont donné un nom, l'énergie sombre. Le terme énergie sombre a été inventé par le cosmologiste Michael Turner de l'Université de Chicago en 1998, peu après la publication des résultats des deux équipes de recherche sur les supernovae. Turner a choisi ce nom par analogie avec la matière noire. Cette autre substance mystérieuse qui semble constituer une grande partie de la masse des galaxies, mais qui n'interagit pas avec la lumière. L'énergie sombre, comme la matière noire, est invisible et indétectable, directement. Nous ne pouvons l'observer que par ses effets gravitationnels sur l'univers à grande échelle, mais attention à ne pas confondre les deux. La matière noire et l'énergie sombre sont deux phénomènes complètement différents. La matière noire exerce une attraction gravitationnelle comme la matière ordinaire. Elle fait partie des forces qui tentent de ralentir l'expansion de l'univers.
L'énergie sombre fait exactement le contraire. Elle pousse, elle accélère, elle agit comme une antigravité cosmique. Et il y en a beaucoup. Énormément. Selon les mesures les plus récentes, l'énergie sombre représente environ 68% de tout le contenu en énergie de l'univers. La matière noire représente environ 27%. Et la matière ordinaire, les atomes qui composent les étoiles, les planètes, votre corps et tout ce que vous pouvez voir et toucher, moins de 5%. Pensez-y un instant. Tout ce que nous avons jamais observé, tout ce que la science a étudié pendant des millénaires, toute la chimie, toute la biologie, toute la physique des particules, ne concerne que moins de 5% de ce que contient l'univers. Le reste est constitué de substances dont nous ignorons presque tout. Mais qu'est-ce que l'énergie sombre, exactement? D'où vient-elle? Comment fonctionne-t-elle? Voici la vérité, et elle peut être frustrante à entendre. Nous ne le savons pas vraiment. Nous avons des hypothèses, nous avons des théories. Nous avons des modèles mathématiques qui décrivent ce que fait l'énergie sombre, mais nous n'avons pas de compréhension fondamentale de sa nature. La première hypothèse, et celle qui est actuellement la plus largement acceptée, est que l'énergie sombre pourrait être une propriété intrinsèque de l'espace lui-même. Vous vous souvenez de la constante cosmologique d'Einstein, celle qu'il avait introduite dans ses équations, puis abandonnée après la découverte de Hubble? Eh bien, il se pourrait qu'Einstein ait eu raison depuis le début, mais pour les mauvaises raisons. Dans la physique quantique, le vide n'est pas vraiment vide. Même dans l'espace le plus vide possible, dépourvu de toute particule de matière, il se passe des choses extraordinaires. Des paires de particules et d'antiparticules apparaissent spontanément du néant, existent pendant une fraction de seconde, infinitésimale, puis s'annihilent et disparaissent. Ces particules virtuelles ne violent pas les lois de la physique, car elles existent si brièvement qu'elles échappent à la détection directe grâce au principe d'incertitude d'Heisenberg. Cette agitation quantique du vide possède de l'énergie. On l'appelle l'énergie du vide ou l'énergie du point zéro. Et certains physiciens pensent que cette énergie du vide pourrait être l'énergie sombre. L'idée est séduisante. Elle relie la physique quantique, qui décrit le comportement des particules subatomiques, à la cosmologie, qui décrit le comportement de l'univers dans son ensemble. Elle expliquerait pourquoi l'énergie sombre semble être répartie uniformément dans tout l'espace, car l'énergie du vide serait par définition présente partout où il y a du vide. Mais il y a un problème. Un très gros problème. Quand les physiciens essaient de calculer la quantité d'énergie que le vide quantique devrait contenir, ils obtiennent un chiffre qui ne correspond absolument pas aux observations. Ce chiffre est trop grand. Beaucoup trop grand. Il est environ 10 puissance 120 fois trop grand. C'est un 1 suivi de 120 zéros. Pour mettre cela en perspective, c'est probablement la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. La différence entre ce que la théorie prédit et ce que nous observons est si colossale qu'elle défie toute explication simple. Ce problème est connu sous le nom de problème de la constante cosmologique ou parfois de catastrophe du vide. C'est l'un des mystères les plus profonds de la physique moderne. Quelque chose annule presque parfaitement l'énergie du vide quantique, laissant juste une minuscule fraction qui correspond à ce que nous appelons l'énergie sombre. Mais nous n'avons aucune idée de ce que pourrait être ce mécanisme d'annulation. Face à ce problème, certains physiciens ont proposé des alternatives à la constante cosmologique. La plus connue de ces alternatives s'appelle la quintessence,
La quintessence est une hypothèse selon laquelle l'énergie sombre ne serait pas une propriété constante de l'espace, mais un champ dynamique qui peut varier dans le temps et dans l'espace. Le nom fait référence au cinquième élément des philosophes grecs anciens, après la terre, l'eau, l'air et le feu. Pour les Grecs, la quintessence était la substance dont étaient faits les corps célestes. Dans les modèles de quintessence, l'énergie sombre serait causée par un champ scalaire, similaire au champ de Higgs, qui donne leur masse aux particules élémentaires. Ce champ remplirait tout l'univers et son énergie varierait au cours du temps cosmique. La différence entre la constante cosmologique et la quintessence est subtile, mais importante. Si l'énergie sombre est une constante cosmologique, sa densité d'énergie reste la même quel que soit le volume de l'espace. Quand l'univers s'expande et que le volume augmente, la quantité totale d'énergie sombre augmente proportionnellement. C'est un peu comme si l'expansion de l'espace créait de l'énergie à partir de rien. Si l'énergie sombre est de la quintessence, sa densité d'énergie peut changer au cours du temps. Elle pourrait avoir été plus forte ou plus faible dans le passé. Elle pourrait devenir plus forte ou plus faible dans le futur. Elle pourrait même changer de signe et devenir attractive plutôt que répulsive. Actuellement, les observations ne permettent pas de distinguer clairement entre ces deux hypothèses. Les mesures sont compatibles avec une constante cosmologique, mais elles n'excluent pas non plus des modèles de quintessence où la variation temporelle est suffisamment lente pour être indétectable avec nos instruments actuels. Il existe une troisième possibilité, encore plus radicale que les deux premières. Et si l'énergie sombre n'existait pas du tout? Et si ce que nous interprétons comme l'effet d'une énergie mystérieuse était en réalité le signe que notre compréhension de la gravité est incomplète? La relativité générale d'Einstein a été testée avec une précision extraordinaire dans notre système solaire et dans les environnements gravitationnels relativement forts comme les étoiles à neutrons et les trous noirs. Mais nous n'avons jamais vraiment testé la relativité générale aux échelles cosmologiques, là où les distances se mesurent en milliards d'années-lumière et où les champs gravitationnels sont extrêmement faibles. Certains physiciens ont proposé des modifications de la relativité générale qui pourraient expliquer l'accélération de l'expansion sans avoir besoin d'énergie sombre. Ces théories portent des noms comme gravité modifiée ou F2R gravity, où les équations d'Einstein sont remplacées par des équations légèrement différentes qui se comportent différemment aux très grandes échelles. Ces modèles sont mathématiquement élégants, mais ils ont un problème. Ils sont très difficiles à concilier avec toutes les autres observations que nous avons de l'univers. La relativité générale décrit remarquablement bien le fond diffus cosmologique, la lumière fossile du Big Bang. Elle décrit remarquablement bien la formation des grandes structures de l'univers, les amas de galaxies et les filaments cosmiques. Modifier la gravité pour expliquer l'accélération de l'expansion sans détruire ses autres succès est un exercice d'équilibriste extrêmement délicat. Pour l'instant, la majorité des cosmologistes pensent que l'énergie sombre est réelle, qu'elle n'est pas un artefact d'une gravité mal comprise. Mais la question reste ouverte, et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de ressources sont consacrées à étudier ce phénomène. Parlons maintenant de la façon dont les scientifiques étudient l'énergie sombre aujourd'hui. La découverte initiale reposait sur l'observation des supernovae de type 1A, et cette méthode reste importante. Mais elle a été complétée par plusieurs autres techniques qui permettent de croiser les résultats et d'augmenter la précision des mesures. L'une des méthodes les plus puissantes est l'étude du fond diffus cosmologique, cette lueur de micro-ondes qui baigne tout l'univers et qui représente la première lumière émise quand l'univers avait environ 380 000 ans. Cette lumière porte en elle une mine d'informations sur les conditions de l'univers primordial. Le fond diffus cosmologique n'est pas parfaitement uniforme. Il contient de minuscules fluctuations de température, de l'ordre de quelques 100 millièmes de degré. Ces fluctuations correspondent aux variations de densité de la matière dans l'univers jeune,
les germes qui allaient éventuellement grandir pour former les galaxies et les amas de galaxies que nous observons aujourd'hui. La distribution statistique de ces fluctuations dépend de plusieurs paramètres cosmologiques fondamentaux, y compris la quantité d'énergie sombre dans l'univers. En analysant les données du fond diffus cosmologique avec une précision extrême, les satellites comme SOBO, WMAP et plus récemment Planck ont pu mesurer la densité d'énergie sombre avec une incertitude de seulement quelques pourcents. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2009 et ayant achevé ses observations en 2013, a fourni les mesures les plus précises à ce jour du fond diffus cosmologique. Ces résultats confirment que l'énergie sombre représente environ 68,3% de la densité d'énergie totale de l'univers, avec une incertitude d'environ 1%. Une autre méthode importante pour étudier l'énergie sombre est l'observation des oscillations acoustiques baryoniques. Ce nom compliqué désigne un phénomène fascinant qui s'est produit dans l'univers primordial. Avant que les premiers atomes ne se forment, l'univers était rempli d'un plasma chaud de particules chargées. Dans ce plasma, la matière ordinaire et la lumière étaient intimement couplées. Les fluctuations de densité dans ce plasma généraient des ondes sonores qui se propageaient à travers l'univers, un peu comme les ondes sonores qui se propagent dans l'air quand vous frappez dans vos mains. Ces ondes sonores cosmiques ont parcouru une distance caractéristique avant que l'univers ne devienne transparent, environ 380 000 ans après le Big Bang. Cette distance est d'environ 150 millions de parsecs, soit environ 490 millions d'années-lumière. Elle laisse une empreinte caractéristique dans la distribution des galaxies à travers l'univers. Si vous mesurez la distance entre des millions de paires de galaxies et que vous tracez la distribution statistique de ces distances, vous verrez un léger excès de galaxies séparées par environ 150 millions de parsecs. C'est comme si l'univers avait une règle intégrée, un étalon de mesure cosmique. Cette règle standard peut être utilisée pour mesurer l'expansion de l'univers à différentes époques. En observant les oscillations acoustiques baryoniques dans des échantillons de galaxies à différentes distances, les astronomes peuvent tracer l'histoire de l'expansion cosmique et contraindre les propriétés de l'énergie sombre. Plusieurs grands relevés astronomiques ont utilisé cette technique. Le Sloan Digital Sky Survey a cartographié des millions de galaxies dans le ciel de l'hémisphère nord. Le Dark Energy Survey a fait de même dans l'hémisphère sud. Et le tout nouveau Dark Energy Spectroscopic Instrument, connu sous l'acronyme DESI, est en train de réaliser le relevé le plus ambitieux jamais entrepris, mesurant les spectres de plus de 40 millions de galaxies et de quasars sur une période de 5 ans. Les premiers résultats de DESI, publiés en avril 2024, ont fait sensation dans la communauté scientifique. Ces observations les plus précises jamais réalisées des oscillations acoustiques baryoniques suggèrent quelque chose d'inattendu. L'énergie sombre pourrait ne pas être constante dans le temps. Selon les données de DESI, il semble y avoir des indices que l'énergie sombre était plus forte dans le passé et qu'elle s'affaiblit progressivement. Si cela se confirme, ce serait une découverte majeure qui favoriserait les modèles de quintessence par rapport à la constante cosmologique. Il faut cependant rester prudent. Les signaux sont encore faibles et pourraient être dus à des fluctuations statistiques ou à des erreurs systématiques non identifiées. Les scientifiques de la collaboration DESI eux-mêmes soulignent que des années supplémentaires de données seront nécessaires pour confirmer ou infirmer cette tendance. Mais si les résultats se confirment, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle révolution dans notre compréhension de l'énergie sombre. Une autre mission spatiale d'une importance capitale est Euclide, lancée par l'Agence spatiale européenne en juillet 2023. Euclide est un télescope spatial spécialement conçu pour étudier l'énergie sombre et la matière noire. La mission Euclide va cartographier plus de 2 milliards de galaxies sur un tiers du ciel, mesurant leur forme et leur position sans précédent. Ces observations permettront d'utiliser une technique appelée
L'antigravitationnel, faible pour mesurer la distribution de la matière, visible et invisible, dans l'univers. La lentille gravitationnelle est un phénomène prédit par la relativité générale d'Einstein. Quand la lumière d'une galaxie lointaine passe à proximité d'une concentration de masse, elle est légèrement déviée par la courbure de l'espace-temps. Cette déviation déforme l'image de la galaxie lointaine, l'étirant et la distordant de façon subtile. En mesurant ces distorsions pour des millions de galaxies, les astronomes peuvent reconstruire la distribution de la masse qui cause la déviation. Cette masse inclut non seulement la matière visible, mais aussi la matière noire invisible. Et en comparant cette distribution de masse à différentes époques cosmiques, on peut contraindre les effets de l'énergie sombre sur la croissance des structures de l'univers. Euclide va également mesurer les oscillations acoustiques baryoniques et les supernovae de type 1A, combinant toutes les principales techniques d'étude de l'énergie sombre en une seule mission. Les résultats complets de la mission ne seront pas disponibles avant la fin de la décennie, mais les premières images et données publiées en novembre 2023 ont démontré que le télescope fonctionne parfaitement et que la qualité des observations est exceptionnelle. Parlons maintenant des implications de l'énergie sombre pour le destin de l'univers. Si l'énergie sombre continue à dominer le contenu énergétique du cosmos, et si elle reste constante dans le temps, le futur de l'univers est plutôt sombre. L'accélération de l'expansion va continuer, inexorablement. Les galaxies qui ne sont pas liées gravitationnellement à notre propre groupe local vont s'éloigner de plus en plus vite. Finalement, elles s'éloigneront si rapidement que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Elles disparaîtront de notre horizon cosmologique, comme des navires qui passeraient au-delà de l'horizon sur un océan infiniment grand. Dans des milliards d'années, un observateur situé dans notre galaxie ne verrait plus que le groupe local de galaxies, quelques dizaines de galaxies liées entre elles par la gravité. Tout le reste de l'univers serait invisible, comme si rien n'existait au-delà de notre petit îlot cosmique. Puis, sur des échelles de temps encore plus longues, les étoiles de notre galaxie s'éteindront une à une. Le gaz nécessaire pour former de nouvelles étoiles s'épuisera. Les dernières naines rouges, ces étoiles si frugales qu'elles peuvent brûler pendant des milliards de milliards d'années, finiront par s'éteindre elles aussi. L'univers deviendra un lieu de plus en plus froid, de plus en plus sombre, de plus en plus vide. C'est ce qu'on appelle parfois le Big Freeze, ou la mort thermique de l'univers. Non pas une fin cataclysmique, mais un lent déclin vers le néant, l'extinction progressive de toute activité, de toute structure, de toute complexité. Ce n'est peut-être pas le scénario le plus dramatique que l'on puisse imaginer pour la fin du cosmos, mais c'est profondément mélancolique. Toutes les merveilles de l'univers, toutes les galaxies spirales, tous les systèmes solaires, toutes les civilisations qui ont peut-être fleuri quelque part dans le cosmos, tout cela finira par disparaître dans le froid et l'obscurité d'une expansion sans fin. Il existe un scénario encore plus sombre, si l'on peut dire. C'est le scénario du Big Rip, la grande déchirure. Ce scénario se produit si l'énergie sombre n'est pas constante, mais augmente avec le temps. Si la densité d'énergie sombre croît au fur et à mesure que l'univers s'expande, l'accélération de l'expansion deviendra de plus en plus violente. Dans un premier temps, les effets seraient similaires au Big Freeze. Les galaxies lointaines disparaîtraient de notre horizon, mais ensuite, la force répulsive de l'énergie sombre deviendrait suffisamment puissante pour arracher les galaxies elles-mêmes. Les étoiles seraient éjectées de leurs galaxies. Les planètes seraient arrachées à leurs étoiles. Les atomes eux-mêmes seraient déchirés en leurs particules constituantes. À la fin, l'espace-temps lui-même serait détruit, déchiré par une expansion infiniment rapide. L'univers finirait non pas dans un gémissement, mais dans un cataclysme total, où même les concepts de temps et d'espace cesseraient d'avoir un sens. Heureusement, les observations actuelles ne favorisent pas ce scénario.
les mesures suggèrent que la densité d'énergie sombre est soit constante, soit légèrement décroissante avec le temps. Le Big Rip reste une possibilité théorique, mais ce n'est pas ce vers quoi pointent les données. Il y a aussi un scénario plus optimiste, du moins du point de vue cosmologique. Certains modèles de quintessence prédisent que l'énergie sombre pourrait éventuellement changer de signe et devenir attractive plutôt que répulsive. Dans ce cas, l'expansion de l'univers commencerait à ralentir, puis s'inverserait. L'univers se contracterait, les galaxies se rapprocheraient, et finalement, tout s'effondrerait dans un Big Crunch. Ce n'est pas vraiment une fin joyeuse, mais certains cosmologistes ont spéculé qu'un Big Crunch pourrait être suivi d'un nouveau Big Bang, donnant naissance à un nouvel univers. Cette idée d'un univers cyclique, qui meurt et renaît éternellement, a quelque chose de poétique, mais elle reste hautement spéculative. Les observations actuelles ne favorisent pas ce scénario non plus. L'énergie sombre semble être là pour rester, et l'univers semble destiné à une expansion éternelle. Il est important de souligner que tous ces scénarios pour le destin de l'univers se déroulent sur des échelles de temps absolument colossales. Nous parlons de milliards, de billions, de trillions d'années. Notre Soleil a encore environ 5 milliards d'années devant lui avant de devenir une géante rouge et d'engloutir les planètes intérieures. L'humanité, si elle survit, aura largement le temps de trouver de nouvelles maisons parmi les étoiles. Et qui sait ce que nous aurons appris sur l'énergie sombre d'ici là? La science progresse, parfois lentement, parfois par bonds spectaculaires. Les mystères qui semblent insolubles aujourd'hui pourraient être résolus demain, ou dans un siècle, ou dans un millénaire. L'énergie sombre est peut-être le plus grand mystère de la physique moderne, mais c'est aussi l'un des plus fascinants. Elle nous rappelle que l'univers est infiniment plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'imaginions. Elle nous rappelle que même après des siècles de progrès scientifique, nous ne comprenons qu'une infime fraction de ce qui existe. Revenons un instant sur l'histoire de cette découverte et sur les personnes qui l'ont rendue possible. En 2011, Sol Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Ries ont reçu le prix Nobel de physique pour leur découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'était une reconnaissance bien méritée d'un travail qui avait transformé notre compréhension du cosmos. Mais derrière ces trois noms, il y avait des équipes entières de chercheurs, de techniciens, d'ingénieurs qui avaient contribué à la découverte. Des dizaines de personnes avaient passé des années à observer le ciel, à analyser des données, à corriger des erreurs, à vérifier et revérifier les résultats. La science moderne est une entreprise collective, et les grandes découvertes sont rarement le fait d'un seul esprit travaillant dans l'isolement. Il est intéressant de noter que les deux équipes, le Supernova Cosmology Project et le HiSeed Supernova Search Team, étaient en compétition directe. Elles utilisaient les mêmes méthodes, observaient les mêmes types d'objets et cherchaient à être les premières à publier. Cette compétition a sans doute accéléré le rythme des découvertes, mais elle a aussi créé des tensions et des rivalités. Et pourtant, quand les résultats sont arrivés, les deux équipes ont trouvé la même chose. L'univers accélérait. L'énergie sombre était réelle. La concordance de leurs résultats, obtenus indépendamment et avec des équipes différentes, était l'une des preuves les plus convaincantes que la découverte était authentique et non le fruit d'une erreur méthodologique. Il est fascinant de penser à ce que cette découverte aurait signifié pour Albert Einstein s'il avait vécu assez longtemps pour en être témoin. Einstein est mort en 1955, plus de 4 décennies avant la découverte de l'accélération de l'expansion. Il n'a jamais su que sa prétendue plus grande erreur, la constante cosmologique, était peut-être sa prédiction la plus visionnaire.
Bien sûr, Einstein n'avait pas introduit la constante cosmologique pour les bonnes raisons. Il voulait préserver un univers statique, pas expliquer une accélération de l'expansion. Mais les mathématiques qu'il avait utilisées étaient exactement celles dont nous avions besoin. La constante cosmologique, cette force répulsive qui contrebalance la gravité, est mathématiquement équivalente à l'énergie sombre telle que nous la comprenons aujourd'hui. C'est l'une des ironies les plus savoureuses de l'histoire de la science. Un génie a trouvé la bonne réponse à une question qu'il ne posait pas, puis a rejeté cette réponse comme une erreur quand il a découvert que la question elle-même était mal formulée. Et des décennies plus tard, d'autres scientifiques ont découvert que la réponse était correcte, mais pour des raisons complètement différentes de celles qu'Einstein avait imaginées. Avant de conclure cette exploration de l'énergie sombre, je voudrais évoquer quelques-unes des spéculations les plus audacieuses sur sa nature. Ces idées ne sont pas confirmées par les observations et doivent être prises avec beaucoup de prudence, mais elles illustrent la richesse de l'imagination scientifique face à ce mystère. Certains physiciens ont suggéré que l'énergie sombre pourrait être liée à d'autres dimensions de l'espace. Selon certaines théories de la gravité quantique, comme la théorie des cordes, l'univers pourrait avoir plus de dimensions que les 3 dimensions spatiales et la dimension temporelle que nous percevons. Ces dimensions supplémentaires seraient compactifiées, enroulées sur elles-mêmes, à des échelles si petites qu'elles seraient invisibles à nos instruments. Il se pourrait que l'énergie sombre soit une manifestation de la gravité s'échappant de notre univers tridimensionnel vers ces dimensions cachées. Ou peut-être que notre univers est une membrane flottant dans un espace de plus haute dimension et que l'énergie sombre est l'effet de tension ou de force provenant de cet espace extérieur. Ces idées sont séduisantes, mais elles sont extrêmement difficiles à tester. Les dimensions supplémentaires, si elles existent, sont si petites qu'aucun instrument actuel ne peut les détecter directement. Et les implications de ces théories pour l'énergie sombre sont souvent ambiguës et dépendent de paramètres que nous ne connaissons pas. Une autre idée spéculative est que l'énergie sombre pourrait être liée à l'information. Selon certains physiciens, l'information est une quantité physique fondamentale, aussi réelle que la masse ou l'énergie. Et l'univers, en s'expandant, crée constamment de nouvelles régions d'espace, de nouveaux degrés de liberté, de nouvelles possibilités d'information. Certains ont proposé que l'énergie sombre pourrait être l'énergie associée à cette création continue d'information, une sorte de coût anthropique de l'expansion de l'univers. Cette idée est encore plus spéculative que les précédentes et n'a pas encore de formulation mathématique précise, mais elle illustre les directions surprenantes que prend parfois la réflexion sur ce mystère. Il y a aussi la possibilité troublante, mais qu'il faut mentionner, que notre interprétation des observations soit fondamentalement erronée. Peut-être que les supernovae de type 1 ne sont pas aussi standards que nous le pensions ? Peut-être que des effets systématiques non identifiés biaisent nos mesures. Peut-être que l'univers n'accélère pas vraiment et que nous vivons simplement dans une région atypique du cosmos qui nous donne une fausse impression d'accélération. Ces possibilités ont été soigneusement examinées par les astronomes et jusqu'à présent, elles ne semblent pas pouvoir expliquer les observations. Les supernovae de type 1 ont été calibrées avec une précision croissante. Les résultats ont été confirmés par des méthodes indépendantes comme les oscillations acoustiques baryoniques et le fond diffus cosmologique. L'accélération de l'expansion semble être un phénomène réel et robuste. Mais la science doit toujours rester ouverte à la possibilité de l'erreur. C'est ce qui la distingue des systèmes de croyances dogmatiques. Les scientifiques qui étudient l'énergie sombre sont les premiers à admettre qu'ils pourraient avoir tort, et ils consacrent une partie importante de leurs efforts à chercher des failles dans leur propre raisonnement. Où en sommes-nous aujourd'hui dans notre compréhension de l'énergie sombre ? Voici un résumé honnête de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Ce que nous savons
L'univers est en expansion accélérée. Cette accélération a commencé il y a environ 5 milliards d'années, quand l'énergie sombre a commencé à dominer le contenu énergétique du cosmos. L'énergie sombre représente environ 68% de la densité d'énergie totale de l'univers. Ces effets sont cohérents avec une constante cosmologique, bien que des modèles de quintessence ne soient pas exclus. Ce que nous ne savons pas, la nature fondamentale de l'énergie sombre, son origine. Pourquoi elle a la valeur qu'elle a et pas une autre? Pourquoi elle est si extraordinairement différente de ce que la théorie quantique des champs prédit pour l'énergie du vide? Si elle est vraiment constante dans le temps ou si elle évolue, si elle est liée à d'autres mystères de la physique comme la gravité quantique ou la matière noire. Ce sont des questions profondes, peut-être les plus profondes que la science ait jamais posées. Et nous n'avons pas encore les réponses. Mais des milliers de scientifiques à travers le monde travaillent sur ce problème. Des milliards d'euros sont investis dans des télescopes, des satellites, des ordinateurs, des expériences. Lentement mais sûrement, nous progressons vers une meilleure compréhension. L'énergie sombre nous rappelle quelque chose d'important sur la nature de la découverte scientifique. Parfois, les réponses que nous cherchons ne font que soulever de nouvelles questions, plus profondes et plus mystérieuses que les précédentes. Quand les astronomes ont commencé à mesurer le ralentissement de l'expansion de l'univers dans les années 1990, ils pensaient obtenir une réponse simple. L'univers se contractera-t-il un jour ou s'expandra-t-il pour toujours? Ils ne s'attendaient pas à découvrir que l'univers accélérait, et ils ne s'attendaient certainement pas à être confrontés à un mystère aussi profond que l'énergie sombre. C'est la beauté de la science. Elle ne nous donne pas seulement des réponses, elle nous montre à quel point le monde est plus riche, plus complexe, plus mystérieux que nous ne l'imaginions. Chaque porte que nous ouvrons révèle un couloir menant à d'autres portes, à l'infini. Et peut-être que c'est ainsi que cela doit être. Peut-être qu'un univers que nous comprendrions parfaitement serait un univers ennuyeux, un univers sans surprise, sans émerveillement, sans nouvelles frontières à explorer. L'énergie sombre est un rappel que l'univers garde encore ses secrets et que nous avons encore beaucoup à apprendre. Alors que cette nuit s'avance doucement et que vos paupières commencent peut-être à s'alourdir, laissez-moi vous inviter à réfléchir à ce que nous avons exploré ensemble. L'univers dans lequel nous vivons est vaste, au-delà de toute imagination. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, dispersées à travers des milliards d'années-lumière d'espace. Et entre ces galaxies, dans le vide apparent de l'espace intergalactique, quelque chose pousse, une force invisible, une énergie mystérieuse qui accélère l'expansion du cosmos. Cette énergie est partout. Elle est ici, dans la pièce où vous vous trouvez. Elle remplit chaque centimètre cube de l'espace, y compris l'espace entre les atomes de votre corps. Mais elle est si diluée, si faible à l'échelle humaine, que nous ne la ressentons pas. Seuls les instruments les plus sensibles, pointés vers les confins les plus lointains de l'univers, peuvent détecter ses effets. Et pourtant, cette énergie déterminera le destin de tout ce qui existe. Dans des milliards et des milliards d'années, quand le soleil se sera éteint depuis longtemps, quand la Terre ne sera plus qu'un souvenir, quand l'humanité aura disparu ou se sera transformée en quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer, l'énergie sombre continuera son travail silencieux. Elle continuera à pousser les galaxies les unes loin des autres, à étirer l'espace-temps, à façonner le futur du cosmos. Nous sommes des créatures éphémères, vivant sur une petite planète, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards. Notre existence est un battement de cils à l'échelle de l'histoire cosmique. Et pourtant, avec nos esprits curieux et nos instruments ingénieux, nous avons réussi à découvrir quelque chose sur la nature fondamentale de l'univers.
nous avons découvert l'énergie sombre. C'est une réalisation remarquable. Et ce n'est que le début. Les prochaines décennies promettent des avancées extraordinaires dans notre compréhension de l'énergie sombre. Le satellite Euclide, qui observe le ciel en ce moment même, nous fournira des données d'une précision sans précédent. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour un lancement dans les années à venir, apportera des contributions majeures. Les relevés au sol, comme DESI et le futur VERA-C, Rubin Observateur produiront des catalogues de galaxies contenant des milliards d'objets. Peut-être que ces nouvelles données confirmeront que l'énergie sombre est bien une constante cosmologique, une propriété intrinsèque de l'espace-temps elle-même. Peut-être qu'elles révéleront que l'énergie sombre varie dans le temps, pointant vers une forme de quintessence ou un autre champ dynamique. Ou peut-être qu'elles nous surprendront complètement, révélant quelque chose que personne n'avait prévu. C'est ce qui rend cette époque si passionnante pour les astronomes et les cosmologistes. Nous vivons à un moment charnière de l'histoire de la science, un moment où de grandes questions sont sur le point de recevoir des réponses, ou peut-être de se transformer en questions encore plus grandes. L'énergie sombre nous enseigne aussi l'humilité. Pendant des millénaires, les humains ont cru être au centre de l'univers. Puis nous avons découvert que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Puis que le Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards dans notre galaxie. Puis que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards dans l'univers observable. Et maintenant, nous découvrons que la matière dont nous sommes faits, les atomes qui composent notre corps, les étoiles qui illuminent nos nuits, les galaxies qui peuplent le cosmos, tout cela ne représente que moins de 5% de ce qui existe. Le reste est matière noire et énergie sombre, des substances dont nous ignorons presque tout. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Nous ne sommes même pas faits de la substance dominante de l'univers. Nous sommes une minorité cosmique, une exception, un accident heureux de la chimie et de la biologie dans un océan d'énergie et de matière que nous ne comprenons pas. Et pourtant, c'est précisément cette prise de conscience qui rend notre existence si précieuse. Dans un univers dominé par des forces mystérieuses et des substances invisibles, nous sommes là, conscients, curieux, capables de contempler les étoiles et de nous demander ce qu'elles sont, capables de construire des télescopes et de découvrir des vérités sur le cosmos, capables de raconter des histoires sur l'énergie sombre dans le calme de la nuit. Avant de vous laisser glisser doucement vers le sommeil, je voudrais partager une dernière réflexion. L'énergie sombre accélère l'expansion de l'univers. Elle pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres, les éloignant de plus en plus vite. Dans un futur lointain, cette expansion aura rendu l'univers observable beaucoup plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui. Les galaxies lointaines auront disparu au-delà de notre horizon cosmologique. Un observateur dans ce futur lointain ne verra plus que quelques galaxies proches. Et il n'aura aucun moyen de savoir que l'univers était autrefois rempli de milliards de galaxies visibles. Nous vivons à une époque privilégiée de l'histoire cosmique, une époque où nous pouvons encore observer les galaxies lointaines, mesurer le fond diffus cosmologique, reconstruire l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, une époque où le cosmos nous révèle encore ses secrets. Dans un sens, nous sommes les témoins d'un spectacle cosmique qui ne sera plus visible dans le futur lointain. Nous avons la chance de vivre à un moment où l'univers est encore jeune, où les preuves de son origine sont encore accessibles, où les mystères de l'énergie sombre peuvent encore être étudiés. Profitons de cette chance. Continuons à observer, à mesurer, à réfléchir. Continuons à poser des questions et à chercher des réponses. L'univers est là, immense et mystérieux, et il attend que nous le découvrions. Voilà, chers auditeurs de Les Sciences Nocturnes.
Nous avons voyagé ensemble à travers l'histoire de l'énergie sombre, depuis les équations d'Einstein jusqu'aux observations les plus récentes des satellites et des télescopes. Nous avons exploré ce que nous savons et ce que nous ignorons encore sur cette force mystérieuse qui façonne le destin de l'univers. L'énergie sombre reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne, mais c'est aussi l'un des plus fascinants, une fenêtre ouverte sur des questions fondamentales, sur la nature de l'espace, du temps et de la réalité elle-même. Si vous avez apprécié ce voyage nocturne à travers les profondeurs du cosmos, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Appuyez sur le bouton like pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec vos amis curieux de l'univers. Et maintenant, laissez-vous porter par le silence de la nuit. Quelque part au-dessus de votre tête, au-delà de l'atmosphère terrestre, au-delà de la Lune et des planètes, au-delà des étoiles de notre galaxie, l'énergie sombre continue son travail silencieux, poussant les galaxies vers l'infini. Bonne nuit.